Super. Alors, officiellement, bienvenue à la conférence sur nos voyages en liberté. Avant d'attaquer ça, je vous signale que nous serons dès demain et dimanche, au salon plein air, Aventure et plein air à Montréal. On a un stand. Passez nous voir au stand parce que vous courez la chance de gagner un certificat cadeau de 1 000 $ pour un de nos voyages. Donc ça, venez au stand pour ceux qui sont dans le coin de Montréal, demain ou samedi ou dimanche. Donc Caravanier, vous nous connaissez probablement, mais sachez que je vais faire ça très vite parce que c'est une conférence du midi et qu'on a un peu moins de temps. Donc Caravanier compense l'émission de gaz à effet de serre due à ces voyages via Planétaire. On a été la première agence à faire ça et c'est donc calculé dans le prix du voyage. C'est imposé à nos voyageurs. Ça fait partie du prix que vous payez, tout comme le 1% pour la planète. Donc il y a 1% du montant que vous payez qui est reversé à la branche québécoise du 1% pour la planète. Et puis bien sûr, on applique le Live Not Rates. Tout ça pour dire que, en fait, Caravanier, d'où c'est né, c'est que nous sommes convaincus que la marche, le trek, c'est la plus belle manière de voyager et que nous voulons avoir un impact positif, que ce soit au niveau environnemental et social. Donc, on veut se comporter comme des invités respectueux. Euh, donc on essaie de prendre soin de l'environnement et puis on a plein d'actions sociales. Je n'ai pas le temps de développer plus ce midi, mais je vous invite à venir nous poser des questions parce qu'on aime bien ça, en parler. Donc vous l'aurez compris, depuis 1998, nous guidons des voyageurs à pied et en kayak de mer sur les plus beaux sentiers, puis les plus belles mers du monde. Et en fait, on est un petit camp de base ici à Montréal. On est 7, 8, 9 spécialistes et pour la plupart, nous guidons aussi. Donc là, vous me voyez en bas de l'écran, ça c'est moi. J'ai la chance d'être sur la page principale du site Caravanier en ce moment. Et puis, moi, je suis depuis 2010 au bureau chez Caravanier. Et puis, depuis 2014, j'alterne entre les moments où je guide et puis les moments au bureau. Je suis plus souvent au bureau que je guide désormais. Et je suis la responsable à la fois des voyages en Europe, puis la responsable du développement des voyages en liberté, parce que c'est un processus qui est toujours en cours. Et donc, nos voyages en liberté. Il faut savoir que depuis 1998, comme je vous disais, donc on organise des expéditions et des voyages de trek, de randonnée en petits groupes, 8, 10, 12 voyageurs maximum, guidés. Comme ici, on voit Simon qui montre une carte. Et donc le rôle du guide, c'est de veiller, en fait, c'est d'organiser le jour par jour et de veiller à ce que tout le monde va bien, tout se déroule bien, puis de vous donner plein d'explications culturelles. Mais on s'est rendu compte que, en fait, il y en a qui n'ont pas envie ou qui peuvent, enfin bref, qui n'ont pas le goût de voyager en groupe. Donc par exemple, moi, ma mère, c'est une super voyageuse de groupe. Ça serait vraiment son grand plaisir. Hem, Par contre, mes beaux-parents, ils s'y retrouveraient pas. Ils seraient pas bien, ils s'y inscriraient jamais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas l'intérêt, qu'ils n'ont pas le goût, d'aller faire des voyages, mais c'est difficile si on veut faire un itinéraire intéressant qui sorte un petit peu en fait, de toutes les masses touristiques. Sinon tout le monde se retrouve à faire les mêmes choses, à suivre les mêmes guides, papier, je veux dire. Et donc on se retrouve tous sur les chemins classiques. Ça prend beaucoup de temps d'organisation, d'essayer de trouver. Donc, on avait ce constat-là, que si on veut faire un voyage, avec, ce même souci de qualité de conception des itinéraires que celui qu'on apporte pour les groupes, avec, très peu de transport, plusieurs nuits au même hébergement, surtout en Europe quand c'est possible, puis donc faire vraiment aucun compromis sur l'expérience, la beauté des randonnées, c'est très difficile de s'organiser par soi-même. Puis ensuite, si on ajoute à ça qu'on veut, un certain, qu'on a une exigence dans le service qu'on reçoit, c'est-à-dire qu'on veut avoir, des hébergements qui nous plaisent, faire transporter ses bagages, pas marcher ultra chargé parce qu'en trek, quand on part tout seul, on se retrouve à avoir, la tente, la popote, bref, tous nos mais là, on est très chargé, c'est plus la même, dynamique. Hem
si on veut avoir les bons conseils pour les repas et encore une fois, pas se retrouver, là où vont, les, 25 000 ou 70 000 personnes qui ont acheté le même guide, papier. C'est difficile donc en parallèle de ça, hop là, j'avais des photos, pardon. En parallèle de ça, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs de nos itinéraires qui peuvent se dérouler, sans guide et qu'à force d'y retourner, encore et encore, en adaptant, certaines des randonnées, nos guides et puis nous, donc on connaît, suffisamment bien les destinations pour, heu, pour pouvoir, expliquer les yeux fermés comment s'organiser, comment s'orienter et puis, c'est ça, pour que les gens, donc mes beaux-parents, mais plein d'autres personnes, tous ceux qui veulent, voyager comme ça, puissent s'organiser puis faire un super beau voyage. Alors on parle de qui justement? C'est qui, à part mes beaux-parents? Donc on parle de voyageurs qui sont habitués à randonner en montagne, qui sont en forme, et qui sont habitués à se débrouiller même dans une langue, étrangère. Donc c'est des voyageurs qui sont en forme, qui savent s'orienter avec une carte, qui ont une souplesse d'esprit pour garder le sourire même quand tout ne se déroule pas comme prévu, et qui peuvent donc, s'adapter. Par contre, ça ne s'adresse pas à des gens qui voyagent seuls, parce qu'on vous demande d'être 2 personnes minimum pour des raisons de sécurité. Ceux qui recherchent toutes les explications que peut apporter un guide, là, vaut mieux partir avec le avec un vrai guide, en chair et en os. Ça ne s'adresse pas à ceux qui veulent se libérer de cette charge mentale que prend le guide. C'est vrai que quand on voyage avec un guide, on a besoin de rien organiser, on a juste à suivre puis suivre les conseils et on n'a pas besoin c'est le guide qui check la mété qui vérifie la météo, qui va, prévoir les pique-niques, qui va s'assurer qu'il y a de la place dans les restaurants, que les hébergements nous attendent bel et bien, que les bagages vont suivre et cetera. Tout ça, le guide le prend en charge, puis qui va, bon bref. Donc dans les voyages en liberté, il faut pouvoir prendre ça en charge. Donc ça, faut que vous puissiez vous situer. Hem, Qu'est-ce qu'un voyage en liberté, finalement? Donc, un voyage en liberté, c'est la rencontre entre vos dates, donc dans la période adaptée à faire cette randonnée, ce trek, c'est vos dates. Vous choisissez les dates tant que les hébergements ont de la disponibilité. Donc, nous, on vérifie ça une fois que vous êtes inscrit. Donc votre groupe, c'est vous qui vous regroupez les gens avec qui vous voulez voyager, donc des 2 personnes. Donc ça peut être un couple, un duo, des copains ou un groupe un petit peu plus grand, 4, 6, même 8, tant que vous arrivez à fonctionner tous, bien ensemble. Donc c'est la rencontre entre donc vos dates et votre groupe et nos, itinéraires, nos valeurs, puis notre qualité de service. Donc c'est ça, on va dire le principal, résumé. Puis il faut savoir qu'on a 2 formules. Donc souvent, ce qu'on entend par liberté, le voyage en liberté de base, ce sont donc, les voyages où il y a pas de guide, et puis vous prenez tout en main. Nous, on a réservé les hébergements. Lorsque c'est adapté, lorsqu'il y a pas le choix, en fait, on réserve aussi certains des repas. On s'organise aussi pour faire transporter vos bagages. Donc ça, c'est dans la plupart, des cas. Mais il y a des endroits où, c'est pas possible et notamment quand vous allez marcher dans le désert, là, c'est pas possible de faire ça par soi-même et donc on a nos voyages en liberté conditionnels. Ça, je vous en parle un petit peu après. On va où dans nos voyages, en liberté? On va essentiellement en Europe et puis, en Patagonie. Donc là, ma carte, elle est pas top top. Je me rends compte les couleurs que j'ai choisies pour mettre mes petits soleils, c'est pas super adapté. Ici, vous avez un soleil jaune, c'est notre voyage en Crète. Vous avez notre soleil jaune ici, c'est notre voyage en Andalousie, en liberté. Et le soleil jaune qui est hors carte, c'est parce qu'elle est trop petite ma carte, c'est pour les Canaries qui sont au large de l'Afrique. Ce sont nos 3 voyages en liberté qui sont déjà sur le site internet. Patagonie, j'ai mis toute la carte, mais ça pourrait être un gros soleil jaune. C'est notre 4e voyage en liberté, qu'on organise depuis, je pense plus de 10 ans. En orange, c'est les voyages en liberté en Europe qui vont être développés tranquillement, pas vite, l'année prochaine, enfin au courant de cette année, puis, effectifs, je pense, l'année prochaine. Donc la Sardaigne, le Pays basque et le Portugal. Puis ici en violet, vous avez nos voyages, en liberté conditionnelle au Maroc et c'est la base. C'est le existant ou sur le point d'exister. On a d'autres projets, je vous en parle un petit peu plus tard.
Premier des voyages, je vais vraiment pas vous détailler chaque voyage jour par jour, ça serait beaucoup trop long, puis je pense que j'aurais plus personne. Mais je veux vous donner comme l'ambiance de chaque voyage. Donc, le voyage en Crète, l'idée, ça doit faire 20 ou 25 ans qu'on le donne, donc depuis quasiment nos débuts. Puis c'est un voyage où on alterne entre des randonnées côtières, puis des journées où on va remonter, vous voyez, hein, les montagnes qui commencent derrière. Et en fait, ça se monte en remontant des gorges qui sont spectaculaires. Et donc, des journées où on randonne sentier côtier, des journées où on remonte les gorges, des journées dans les montagnes, puis des journées où on redescend les gorges, puis on retrouve la côte. Et on alterne, ça alterne, et ça donne un voyage d'une grande variété. La version en liberté, c'est la même chose. Donc, sur 2 petites semaines, donc 13 jours, on va faire cette partie-là. Elle est un petit peu plus courte que notre voyage de groupe. Elle est aussi un tout petit peu plus facile. Alors, pas le terrain, parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup de roches. Mais on a prévu un peu des journées un petit peu plus, un rythme un peu plus relax dans les journées. Donc, vous avez un peu plus de temps pour vous baigner, pour profiter vraiment de Farniente Dolce Vita. C'est très agréable. Pour ceux qui en veulent un peu plus, on peut rajouter ce qu'on a enlevé de notre voyage de groupe, de notre itinéraire de groupe. On peut rajouter les dernières journées, puis faire donc un voyage de 15 jours qui va être un petit peu plus exigeant. Donc ça, c'est à vous de voir. Il faut savoir que là, les bagages vont être, c'est à vous d'aller les déposer, enfin vous ou l'hébergement en fait, s'arrange pour faire déposer. Souvent, c'est des transferts en bateau, parfois c'est des transferts en véhicule. Donc les bagages vont être transportés comme ça petit à petit. Ça se fait très bien. Donc là, je vous disais, quand on remonte les gorges, puis je vous disais, le terrain, il n'est pas toujours facile. Donc ici, la gorge de Samaria qu'on va remonter. Voilà. On dort dans des hébergements, toujours pareil, qui sont charmants. Donc, comme toujours, on privilégie, on n'aime pas trop tout ce qui est luxueux ou de standing. On préfère le charme et puis euh, la chaleur humaine, donc les rencontres. Donc, ça fait, encore une fois, ça fait 20-25 ans qu'on retourne aux mêmes endroits. Les hébergistes, donc chaque soir, les aubergistes, ils vous attendent. Si vous n'arrivez pas, ils déclenchent les secours. Dans tous les cas, vous avez un ange gardien qui veille sur vous, puis ça, c'est valide pour tous vos voyages. Il y a un ange gardien, donc vous avez un numéro de téléphone de quelqu'un qui est dans le même fuseau horaire que vous. Puis, s'il y a une urgence, il y a quoi que ce soit, vous les contactez. Puis, de toute façon, vous avez aussi toutes les informations d'urgence. Donc, ça, c'est le charme des hébergements. Ici, on est à la bergerie. C'est le plus petit des hébergements. Il y a 7 chambres. Donc, vous comprenez que 7 chambres, c'est vite complet. Donc, en fait, savoir si on peut faire En fait, par exemple, pour 2025, il reste quelques dates où vous pouvez partir et il va y avoir de la disponibilité. A priori, en tout cas, il y a 2 semaines, il y en avait. Donc, une fois que vous êtes inscrit, ben là, on vérifie que tout fonctionne. Puis c'est après, une fois que tous les hébergements nous ont validé que c'était bon, ils pouvaient nous accueillir, que là, on va regarder pour les billets d'avion. Voilà. Pour les repas, donc à la bergerie, il n'y a rien autour pour manger. Donc là, les repas sont inclus. Le reste du temps, vous prévoyez votre pique-nique, puis vous allez souper dans les petits restaurants, et c'est franchement très agréable. Ça, c'était la Crète. L'autre endroit où on va depuis très longtemps aussi, c'est l'Andalousie. On doit y aller depuis, je pense, une bonne dizaine d'années en Andalousie. Là, l'idée, c'est de rejoindre, donc on dort dans ces petits villages blancs qui sont accrochés à la montagne, et c'est de marcher d'un village à l'autre. Et tout comme en Crète, on va dormir au moins 2 ou 3 nuits dans chaque hébergement, ce qui donne quand même une grande flexibilité dans comment vous allez organiser votre itinéraire. Ça veut dire que si vous voulez vous reposer une journée et puis pas marcher, vous pouvez. Si vous voulez échanger l'ordre que nous on vous suggère, mais à cause de la météo, ou à cause de votre fatigue, ou au contraire, vous en voulez un peu plus, c'est possible. En Andalousie, en plus, on vous propose plein de variantes. Il y a un peu plus de sentiers, donc c'est un peu plus difficile de se repérer. On vous donne les traces GPS pour l'Andalousie, alors qu'en Crète, il n'y en a pas vraiment besoin, parce que les chemins sont vraiment très très bien indiqués. Donc en Andalousie, on vous donne les traces GPS, puis on vous donne plein de variantes si vous voulez en fait faire des journées plutôt de 3-4 heures, ou si au contraire vous avez envie d'une journée de 7, 8 ou 9 heures, c'est possible aussi. Donc ça, ça donne une grande flexibilité dans le voyage. Puis encore une fois, là, les bagages sont transportés d'un hébergement à l'autre pendant que vous marchez. Puis ici, on a le premier hébergement encore
même ambiance que dans la bergerie. C'est tout petit, il doit y avoir là, je pense qu'il y a 8 chambres, si je ne me trompe pas. Et donc, on s'assure qu'il y a de la place pour pouvoir nous loger. Encore une fois, les pique-niques, c'est facile. À la fin de l'Andalousie, enfin de la partie randonnée, vous allez à Grenade, donc dans la ville, et puis visiter l'Alhambra, puis profiter des charmes de Grenade. Donc voilà. Dans les deux cas, que ce soit en Crète ou en Andalousie, on mange très très bien. Alors, vous êtes au restaurant, vous mangez ce que vous voulez, mais c'est bon, le régime crétois, vous en avez entendu parler, je pense. C'est vraiment de la nourriture qui est très généreuse, très locale, du terroir. Et si vous voulez, alors là, bon, ça c'est plutôt, la photo ne le montre pas, mais il y a des options pour les végétariens, c'est facile à s'organiser. C'est facile aussi d'être sans gluten. Euh, donc c'est assez, tout est assez flexible et puis vraiment, on se régale, c'est un voyage dans le voyage, le niveau culinaire. Les bonnes périodes pour y aller, euh, Crète, c'est un tout petit peu plus réduit que l'Andalousie. Crète, on peut y aller depuis fin avril jusqu'à début juin. Après, il fait trop chaud. Et avant, en fait, tout est fermé. Ça, c'est pour le printemps. Et à l'automne, on y va septembre. Alors, il fait un peu chaud début septembre jusqu'à mi/fin octobre. Andalousie, on peut y aller depuis fin mars, idéalement début avril, jusqu'à fin mai, début juin. Et à l'automne, on peut y aller depuis mi-septembre jusqu'à mi-novembre quasiment. Donc, on a la flexibilité. Les fleurs, c'est forcément au printemps. Par contre, les figues que vous mangez, puis les mûres et tout ça, ça c'est plutôt à l'automne. Le petit nouveau, parce que celui-ci, ça fait 1 an qu'on le propose, c'est les Canaries. Donc, on avait déjà notre voyage aux Canaries qui commence. Et donc, là, on se base sur 2 îles, Tenerife et La Gomera. Ça, ici, c'est le parc rural de Anaga, au nord de Tenerife. Donc, on va vraiment voir plutôt le nord de Tenerife. Encore une fois, on se base 3 nuits au même endroit pour pouvoir aller visiter. Et donc, les premières randonnées, c'est un paysage qui est très découpé, les Canaries, très, enfin, c'est jamais, c'est pas plat. Vous voyez, c'est vraiment des falaises qui se plongent dans l'océan Atlantique. Donc, les randonnées, vous partez souvent d'une crête, puis vous redescendez jusqu'à la plage, puis là, vous reprenez un bus pour rentrer. On a prévu l'itinéraire comme ça. Ensuite, hop, je vais passer là directement. Vous avez une journée. On voulait absolument vous faire visiter le parc national du Teide. Le Teide, c'est le sommet le plus haut d'Espagne, même plus haut que l'Espagne continentale. Donc, quand on va en Andalousie, on voit le Mulhacén, qui est le sommet, puis on peut faire l'ascension du Mulhacén dans notre itinéraire. C'est le sommet le plus élevé euh, d'Espagne continentale. Il est un peu en dessous des 3500 mètres. Il est à 3480 et des poussières. Le Teide, lui, il est à 3715 par là mètres et donc il est dans les Canaries. C'est impossible de visiter ce parc national avec les transports en commun. Puis encore une fois, nous, on essaie vraiment de limiter l'utilisation de l'auto et puis de ne pas avoir d'auto de location parce qu'on veut vous dépayser le plus possible. Donc pour cette journée-là, on a demandé à Claudio, qui guide tous nos itinéraires, de vous accompagner pour une journée et de vous faire la visite du parc avec son véhicule. Il prévoit le pique-nique. Vous n'allez pas monter le Teide, mais vous allez visiter le parc et c'est absolument fascinant. Puis Claudio, euh, il connaît tout aux Canaries, il connaît tout ce que vous allez marcher. Donc, il est vraiment source de conseils. Et enfin, c'est passionnant. Il va tout vous expliquer. C'est votre ange gardien sur place. Donc, au moins, vous le rencontrez. Hop, et puis, pour que vous sachiez. Donc, c'est lui, Claudio, sur place. Après la partie sur Tenerife, vous prenez les bus, les navettes, puis hop, le ferry. Et là, vous arrivez à La Gomera. Puis, à La Gomera, c'est une toute petite île. Si on la repassait avec un fer à repasser, elle aurait la même superficie ou elle serait plus grande que Tenerife, mais elle a tellement été compactée que donc vous comprenez bien, il y a beaucoup de montagnes. C'est vraiment une île de montagne, c'est un paradis pour randonneurs. Et nous, on va faire tout à pied, enfin vous allez faire tout à pied euh, une sorte de 2 tiers de boucle de La Gomera. Donc on a un chauffeur de taxi qui est attitré à tous nos groupes, qui vient vous chercher au ferry, qui vous amène au premier hébergement, puis c'est lui qui ensuite va transporter vos bagages. Et là, vous allez avoir 6 jours de randonnée consécutifs, avec parfois
des randonnées plutôt dans les montagnes. Vous allez aller voir les parcs nationaux, le parc national de Garajonay. Vous verrez, alors j'ai mis beaucoup de photos, donc je vais accélérer dans mes photos. La palette de couleurs aux Canaries est assez fascinante. C'est-à-dire vous avez vraiment de tout. Au printemps, vous avez encore plus de fleurs que le reste de l'année, mais il y en a quand même un peu tout le temps, avec des paysages, donc je vous dirais assez acérés, là, et puis, généralement, pas tous les jours, mais aussi de temps en temps, comme en Crète, au bout de la randonnée, il y a l'océan. Voilà, donc avec un peu de baignade et donc les fleurs du printemps. Les chemins sont bien fléchés, sont très bien fléchés. On vous remet aussi une carte. Donc à chaque fois, on vous remet des cartes comme ça. Donc à chaque fois que vous partez, vous avez les cartes en papier, en plus des traces GPS, sauf en Crète parce qu'on ne s'y perd pas. Euh, et donc, je disais, les chemins sont bien tracés, puis vous les suivez. Encore une fois, la palette de couleurs, le niveau d'environnement, enfin, le changement des écosystèmes est fascinant aux Canaries. Voilà, pour les Canaries. Donc, les Canaries, la beauté des choses, c'est qu'on peut y aller toute l'année. Donc, il y a, mettons, un 5 degrés d'écart ou un 8 degrés d'écart entre l'hiver puis l'été. L'été étant plus chaud que l'hiver, mais ça reste qu'on peut y aller toute l'année. Voilà, donc c'est très agréable. Toujours dans nos voyages en liberté totale, on a la Patagonie. Alors ça, c'est un voyage qu'on donne depuis, je pense, un bon 10, peut-être 15 ans maintenant. L'idée, c'est de visiter les grands classiques de Patagonie, donc le parc national du Torres del Paine, le glacier du Perito Moreno et puis la région de Chalten, mais en liberté. Ce qui fait que on a une équipe sur place qui fait office d'ange gardien et puis donc qui s'assure bah, que tout roule bien sur place, les petits transferts et tout ça, ils ont tout prévu pour vous. Là, l'idée, donc, le premier trek, c'est vraiment un voyage de trek en itinérance, un peu plus que ceux en Europe où on peut se permettre de dormir 2, 3 nuits à chaque hébergement. Ici, vous allez bouger un petit peu plus souvent. Pendant le trek du Torres del Paine, je n'ai pas mis de carte, j'aurais pu. Le trek, ça fait la forme d'un W. Donc, vous allez prendre un ferry qui va vous déposer au départ, puis vous allez marcher. Et les nuits sont réservées en refuge. Alors, selon les disponibilités des refuges, parfois vous êtes sous tente, parfois vous êtes en dortoir ou en chambre privée. Ça, on ne peut pas trop le savoir longtemps d'avance. On le sait au moment où on fait les réservations. Donc, il faut être prêt à tout. Vous portez vos affaires dont vous avez besoin, mais les sacs à dos ne sont pas très lourds parce qu'au final, tout ce qui est couchage et repas, c'est fourni par les refuges. Donc, vous avez besoin de vos affaires de rechange, puis d'un drap d'auberge, éventuellement. Voilà. Euh, c'est des randonnées qui sont spectaculaires. Vous êtes quand même très, très au sud de la planète. Donc, c'est pas une question d'altitude. Il n'y a pas d'altitude en Patagonie, c'est des grandes latitudes. Donc, en termes de météo, il faut être quand même assez open à tout. Ici, on a le Perito Moreno que vous allez aller visiter, qui est donc une langue glaciaire qui se jette comme ça. C'est absolument magnifique. Ça craque au fur et à mesure que la glace s'effondre. C'est impressionnant. Et ensuite, il y a la dernière portion, El Chalten. Donc, contrairement au parc du Torres del Paine, où là, on est en itinérance tout le long, à El Chalten, vous êtes installé à un hôtel, c'est votre camp de base, puis vous rayonnez en étoile pour faire les plus belles randonnées du coin qu'on vous suggère. Et là aussi, ça vous donne la liberté de pouvoir euh, ben, euh, choisir en fonction de la journée, de vos envies, de votre fatigue, quelle randonnée vous allez faire. Il y a de quoi faire. Donc ça, c'est pour la Patagonie. La période pour la Patagonie, c'est l'inverse d'ici. Donc ça va de mi-octobre jusqu'à peut-être début avril. C'est leur été, c'est l'été austral. Mais même l'été austral, il faut être quand même prêt à un peu tout en termes de température. Il va faire en moyenne entre 10 et 20 degrés dans la journée, contrairement à la Crète, l'Andalousie, les Canaries, où il fait plutôt entre, mettons, 15, si vous êtes parti un peu dans les extrêmes des saisons, de bon matin, 15, et puis plutôt du 20, 25, voire 30 la journée. Dans le futur, je vous le disais, on aimerait avoir un itinéraire en liberté en Sardaigne, et en cours de réflexion,
On va faire une version liberté de notre itinéraire au Portugal, donc dans le nord du Portugal. Ça va être opérationnel, je pense, pour début 2026. Et puis, j'aimerais trouver une variante pour notre voyage au Pays Basque, qui sera un petit peu différente de ce qu'on propose, mais c'est ça. Je suis en train de réfléchir à comment on pourrait organiser quelque chose au Pays Basque aussi en liberté. Et puis donc, le cousin, le cousin de nos voyages en liberté, c'est la liberté conditionnelle. C'est-à-dire qu'on veut bien vous laisser, mais pas complètement tout seul, parce que juste en termes de contraintes de certaines destinations, c'est impensable de faire un trek tout seul, à moins d'avoir un passé d'explorateur, puis d'expédition. Mais là, pour nous, nos voyageurs, c'est pas ça les prérequis. Mais donc, si vous voulez aller marcher dans le désert, ou même en fait dans toutes les montagnes au Maroc, par exemple, parce que là on parle du Maroc, vous pouvez pas, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'auberge, il n'y a pas de refuge. On dort soit sous la tente, soit chez l'habitant, mais même il n'y a pas de panneau qui indique qu'on peut aller y dormir. Puis vous ne pouvez pas réserver non plus, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de site internet. Donc c'est très difficile de s'organiser par soi-même. Puis les sentiers ne sont pas balisés. S'il y a des sentiers, c'est les sentiers qu'utilisent les gens pour se déplacer, pour aller à leur verger, pour rejoindre un autre village. Et donc, c'est très difficile voire impossible de s'orienter. C'est un vrai casse-tête, c'est un labyrinthe. Donc, dans ces cas-là, on fait appel à une équipe. De même, pour les bagages, vous devez avoir, surtout quand il faut camper, on a l'appui de dromadaire ou d'âne, et puis ça, vous ne pouvez pas vraiment vous organiser par vous-même non plus. Donc, l'idée de ces voyages-là, nous, on organise le trek pour généralement, on peut aussi vous organiser l'hôtel, mettons à Marrakech pour le Maroc ou pour les autres idées dans les villes à côté. Donc, on peut quand même s'organiser un petit peu, mais sinon, vous pouvez juste l'intégrer, vous, à votre grand voyage. Nous, on s'occupe de votre trek et on met la même qualité, en fait, dans le service et dans le choix, en fait, de votre agence locale. C'est-à-dire que quand vous choisissez une agence locale, vous n'avez aucun contrôle sur la qualité, à part les commentaires que vous aurez trouvés sur Google ou sur TripAdvisor, mais aucun contrôle non plus sur comment ils traitent leurs guides, leurs porteurs, leurs arriéros, leurs cuisiniers, leurs muletiers. Et ça, vu que nous, ce sont nos équipes avec lesquelles on travaille toute l'année, ça vous permet en fait de partir un petit peu l'esprit serein en se disant, bah, tiens, j'ai choisi une bonne équipe qui va assurer non seulement la qualité de mon voyage, mais aussi les conditions de travail des gens sur place et le souci de l'environnement, qui sont un peu nos deux chevaux de bataille. Donc on va où? Donc on va au Maroc. Je vous ai mis juste deux, trois exemples sur les voyages qu'on peut organiser, mais concrètement, tous les voyages qui sont sur notre site internet, on peut l'organiser en liberté. Pour vous, il suffit juste de nous contacter. Les plus évidents, c'est tout ce qui va dans le désert, tous nos randonnées dans le désert ou dans les premières montagnes, les pré-Atlas. C'est très évident, mais même les randonnées un petit peu plus exigeantes, on peut le faire en liberté. On met nos guides à disposition de votre groupe et c'est assez facile. Le Maroc, on peut y aller un petit peu toute l'année et c'est après. Et c'est vraiment pratique. Et puis, on est en train de travailler, mais alors ça va prendre encore une fois pas mal de temps, donc peut-être 2026 ou 2027. On est en train de travailler pour pouvoir proposer des treks en liberté, donc encore une fois, intégrer un voyage plus grand au Népal, voire même peut-être au Pérou ou en Bolivie pour la suite. Voilà. Donc, parce que, comme il y a toute la notion d'altitude et tout ça, on veut s'assurer que vous partiez accompagné avec des bons guides, surtout qu'au Népal, c'est maintenant obligatoire d'être guidé. On n'a plus le droit d'être tout seul sur les sentiers. Je vais voir si vous avez des questions. Écrivez-les dans le QR pendant que je finis de parler. Puis sinon, vous pouvez, je vous rappelle juste que cette fin de semaine, le certificat cadeau, il faut passer nous voir au salon plein air pour pouvoir participer. Je vais arrêter le partage. Et donc, c'est le moment, si vous avez des questions, d'y aller. Puis sinon, je vous laisse aller dîner si ce n'est pas le cas. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vais couper l'enregistrement. Bonne journée à tous, puis j'espère que ça vous a intéressé.